Bonjour à tous. Alors, donc au programme du jour, on va finir le TD3 et puis on va commencer le TD4. Le TD4 ne nous a pas encore été distribué, le papier n'a pas été distribué, il a été mis sur le pays. Commencer, de toute façon on ne va pas aller trop loin. Voilà. Alors, la semaine dernière, on avait terminé sur cet exercice. Enfin, on était sur cet exercice. Donc, je rappelle, c'était le trafic voyageur de la RATP. Donc on avait vu comment on avait vu comment on pouvait mettre sur la série une tendance linéaire. D'accord, on avait corrigé cette question. On va reprendre un peu cet exercice sur Excel en fait après. Et on avait aussi expliqué comment cette tendance linéaire était calculée. Cette tendance linéaire des moindres carrés. L'idée des moindres carrés, c'est simplement de prendre une tendance linéaire, c'est-à-dire sous la forme A plus BT, et de déterminer la pente de la droite et l'ordonnée à l'origine de la droite, le B, de manière à rendre au minimum, de manière à ajuster le mieux possible ce qu'on appelle le nuage de points, c'est-à-dire à rendre au minimum le carré des écarts entre l'observation et la valeur qui serait prédite par la droite en question. Donc cet ajustement linéaire, il est réalisé par Excel, ici. C'est un problème d'optimisation, de l'optimisation mathématique. Il faut trouver A et B pour que ça fonctionne, et il est réalisé par Excel. Donc là aussi, si on regarde cette série sur Excel, ah non, c'est là. Oh non, c'est heureux. J'ai vraiment un problème avec mon Excel. Je sais pas pourquoi mon Excel fonctionne mal. Bon, c'est un peu dommage. Voilà ce qu'on obtient sur Excel. Alors, ensuite, la question qu'on nous pose est de nous demander comment on pourrait corriger la série des variations saisonnières. Donc, essayer de repérer des variations saisonnières dans la série. Ce que vous voyez sur la série, mais on l'a déjà vu précédemment, ce que vous voyez sur la série, c'est qu'effectivement, il y a des hauts et des bas, et que ces hauts et ces bas correspondent à des saisons. Donc, notamment le trimestre 3, il y a 4 trimestres dans l'année, et vous voyez que le point le plus bas de la série est systématiquement atteint au trimestre 3, qui est le trimestre qui commence le 1er juillet et qui se termine le 30 septembre. Ce qui n'est pas très étonnant, même s'il y a des touristes à Paris l'été, il y a un trafic qui est moindre. Et puis, vous voyez bien que bien souvent, je n'ai pas dit que c'était tout le temps le cas, mais bien souvent, c'est le trimestre 4, c'est-à-dire celui qui suit le trimestre 3, lequel le trafic est le plus élevé. Okay, c'est le trimestre qui correspond peut-être aux fêtes de Noël. C'est ce qui explique les choses. Donc la question, c'est comment on peut repérer ces saisonnalités. Donc la manière de repérer ces saisonnalités, puisque la question qu'on se pose, c'est une manière de faire, et c'est ce que je fais sur Excel. Alors j'espère qu'après je vais pouvoir avoir accès à Excel, mais c'est simplement de présenter les données par trimestre. Ce que vous pouvez faire, c'est que la manière de présenter les données, vous pouvez voir une autre manière de présenter les données, qui est de mettre ici les trimestres, et puis ici les années. Donc, typiquement, ce que vous pouvez faire, c'est que ici vous pouvez présenter les données par trimestre, et puis ici repérer les années. Donc les années, c'est 2005, 2006, etc. jusqu'à 2014.
Et vous voyez que si vous représentez les séries de cette manière-là, ça vous permet de mesurer, en regardant le tableau en ligne, ça vous permet de mesurer à chaque trimestre, pour chaque année, le niveau. À chaque trimestre, pour chaque année, le niveau. Donc ça permet de repérer la série par rapport à des périodes qui sont comparables de l'année. Vous allez comparer le premier trimestre 2005 au premier trimestre 2006, etc., etc. Et donc c'est une bonne manière de repérer ces saisonnalités, parce que vous allez comparer des choses qui justement neutralisent l'effet des saisons. Sauf que, quand vous réfléchissez à ça, vous voyez que on a identifié ici une tendance. Et que, dans l'état d'esprit où on a dans l'idée que notre série, elle a en fait plusieurs composantes, elle en a 3. C'est la tendance, les saisonnalités, que je appelle S, et puis quelque chose en plus que je vais appeler le cycle. Ce que je veux dire, c'est que si vous cherchez à examiner les saisonnalités, il faut ôter, il vaut mieux raisonner en écart à la tendance, c'est-à-dire enlever la tendance. Donc la manière de repérer les saisonnalités, c'est de dresser un tableau tel que je viens de le décrire, en s'intéressant qu'à l'écart à la tendance. À l'écart à la tendance. Si vous raisonnez en termes d'écart à la tendance et que vous rentrez l'écart à la tendance dans ce tableau, vous voyez que si vous pensez que l'écart à la tendance se distribue de manière régulière, parce que le modèle est additif, vous allez pouvoir effectivement repérer à chaque trimestre si au premier trimestre vous êtes systématiquement au-dessus de la tendance, ce qui semble être le cas ici, d'accord. Si vous regardez le dessin, bon, c'est peut-être un peu petit, mais on a l'impression que au premier trimestre on est systématiquement au-dessus de la tendance, et puis au troisième trimestre on est systématiquement en dessous de la tendance. Et donc c'est bien sur cet écart à la tendance que vous devez réfléchir pour essayer de déterminer la saisonnalité. Une fois que vous avez dressé ce tableau sur les écarts à la tendance, ce que vous pouvez faire, c'est que pour chaque trimestre, T1, T2, etc., vous pouvez calculer la moyenne de cet écart calculé en ligne par année. Donc ça veut dire que vous calculez la moyenne des écarts à la tendance du premier trimestre des années 2005 à 2014. Et vous voyez que cette moyenne vous montre si vous êtes systématiquement au-dessus ou en dessous. Donc c'est ce à quoi on procède. Si vous calculez cette moyenne, en fait on va l'appeler un coefficient saisonnier. On va l'appeler un coefficient saisonnier. C'est l'effet de la saison. D'accord ? Cette moyenne, c'est un coefficient saisonnier, c'est l'effet de la saison. Alors, pour que ce soit intéressant, il faudra pouvoir le faire sur Excel. J'espère que je vais pouvoir y arriver. Voilà. Donc, ça a l'air de marcher. Donc, vous avez la série. D'accord ? Ça, c'est la série. Alors, vous voyez que la série, j'ai mis là, elle est rangée telle qu'elle a été trouvée dans le site de l'INSEE. Donc, elle va de 2005 T1 jusqu'à 2014 T4. D'accord ? Donc, c'est, vous voyez, c'est la première colonne, la colonne valeur. J'ai repéré aussi, j'ai mis les trimestres 1, 2, 3, 4 pour signifier bien que c'était le premier trimestre, le trimestre, etc. pour m'en rappeler. La série, elle est là, je l'ai représentée, d'accord ? Donc ça c'est la série brute, telle que vous pouvez la représenter sur Excel. On a ajusté une droite des moindres carrés. Alors, je vous rappelle que pour ajuster une droite des moindres carrés, vous allez j'ai mis ce fichier Excel sur le pays. Donc vous pouvez aussi récupérer le fichier Excel. Vous allez ajouter une courbe de tendance. D'accord ? Et il vous propose différentes formes de tendance. Vous voyez ? Linéaire. Donc linéaire, c'est la droite des moindres carrés. Donc si vous demandez linéaire, c'est ce qu'on a fait ici. Il la trace ici. Vous voyez que vous avez la possibilité en dessous, si j'enlève ça, de faire apparaître l'équation donc il vous donne l'équation de la droite. Donc l'équation de la droite, c'est les coefficients A et B dont je vais parler, la pente qui vaut 0,0087, x, il est écrit sous la forme y égale à x plus b,
et puis l'ordonnée à l'origine, qui est de 2,89 ici. Si on avait pris une autre tendance, vous voyez, si je clique, au lieu de mettre linéaire, si j'avais mis exponentielle, il aurait mis une autre tendance, d'accord, évidemment. Donc là, c'est bien la tendance linéaire que j'ai choisie. On aurait pu mettre une tendance logarithmique. Vous voyez qu'une tendance logarithmique, ça consiste à représenter les choses de cette manière-là. On ne voit pas très bien l'intérêt dans le cadre de ce graphique ici. D'accord? Une tendance polynomiale, c'est quelque chose qui va être quasiment comme une tendance linéaire. Vous voyez, c'est un polynôme d'ordre 2 qui est ajusté sur la série. Et une tendance puissance, c'est la même chose qu'une tendance exponentielle en fait. D'accord? Donc c'est pas intéressant. Donc c'est bien la tendance linéaire que l'on met. Ensuite, ce que je fais dans mon traitement, c'est que à chaque date, je calcule précisément, par un petit calcul algébrique, je calcule la valeur de la tendance. Donc, ce qui est indiqué ici, la formule est au-dessus, c'est précisément, vous voyez, les données sont repérées par leur date, 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à la fin. C'est la première colonne. Et ce que je calcule ici, c'est juste le produit de 0,087 multiplié par le nombre d'observations, par le 1, le numéro d'observation, plus 2,89. Donc, de cette manière-là, j'ai calculé la tendance. Ensuite, la troisième colonne, c'est l'écart à la tendance. L'écart à la tendance, c'est précisément la manière dont le point se situe au-dessus ou en dessous de la tendance à chaque date. Et pour le calculer, je fais la différence, bien sûr, entre l'observation et la tendance. Une fois que j'ai fait ça, je présente mon fameux tableau. D'un côté, je mets les trimestres en colonne, 1, 2, 3, 4, et puis pour chaque date, chaque année, de 2005 jusqu'à 2014, d'accord, je reporte la valeur de l'écart à la tendance. Donc vous voyez que sur la première ligne, je trouve les écarts à la tendance correspondant au premier trimestre de chaque année. D'accord? Et puis, en colonne, je retrouve évidemment les observations, les écarts à la tendance correspondant à l'année en question. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je fais ce petit graphe. Et c'est ce graphe qui nous permet de repérer les saisonnalités. Qu'est-ce que c'est ce graphe qui est en dessous, les saisonnalités? Pour chaque année, de 2005 jusqu'à 2014, d'accord, je représente la valeur de l'écart à la tendance correspondant au premier semestre, au premier trimestre. C'est la courbe rouge, d'accord? C'est la courbe rouge. Je représente la valeur de l'écart à la tendance correspondant au troisième trimestre. Et vous voyez, cet écart à la tendance pour le troisième trimestre, il est systématiquement négatif. La courbe 3, qui est la courbe la plus basse, c'est le trimestre d'été. C'est celui dans lequel l'écart à la tendance est tout le temps le plus faible, systématiquement négatif. Et puis, vous voyez que lorsque les courbes sont strictement parallèles, ici elles ne sont pas strictement parallèles, enfin les unes au-dessus des autres, ça vous montre, ça vous matérialise l'effet saisonnier. Ça vous montre bien que, typiquement ici on voit que l'effet saisonnier est très marqué pour le troisième trimestre. Parce que le troisième trimestre, c'est toujours le moment où la valeur de la variable est le plus bas dans l'année, sur toutes les dates, entre 2005 et 2014. Bon, ensuite les choses sont un peu moins marquées. Vous voyez notamment, c'est pas très bien pourquoi en 2007, la courbe bleue, la haute, c'est le troisième trimestre. Elle est systématiquement au-dessus, sauf en 2007. Je ne sais pas ce qui s'est passé en 2007. Pourquoi, durant les fêtes de 2007, entre le 30 septembre 2007 et le 31 décembre 2007, pourquoi le trafic voyageur s'est écroulé? Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est ce qu'on appelle un point aberrant, un outlier. Il doit y avoir une raison historique, une vague de froid, je ne sais pas. C'est un peu surprenant, d'accord? Il faut même s'interroger sur la qualité de la donnée. Parce que vous voyez, sinon ça marche assez bien. Et puis après, il faut bien dire que le trimestre 2 et le trimestre 4, le trimestre 2, le trimestre, après c'est quoi? C'est le 1 et le 2,
D'accord, les trimestres 1 et 2, la courbe rouge et la courbe verte, vous voyez que la saisonnalité n'est pas très marquée. D'accord. En fait, ici, la saisonnalité, elle est marquée uniquement pour les trimestres 3. Mais c'est ce qu'on veut corriger. Un autre point qui est très important à comprendre aussi, c'est que, par construction, lorsque vous calculez les écarts à la tendance, si on appelle ça un écart à la tendance, c'est que cet écart peut être négatif ou positif. Quand vous calculez, ou quand Excel le fait, quand Excel calcule la droite, d'accord, et bien il s'arrange, et c'est même la manière dont il le calcule, il s'arrange pour que le B, l'ordonnée à l'origine, il s'arrange pour que le B, l'ordonnée à l'origine, soit tel que la moyenne des écarts soit égale à 0. La tendance, elle passe au milieu des points. Donc, il y a autant de points qui sont les écarts en moyenne à la tendance est nul. La moyenne des écarts à la tendance est nulle. D'accord? C'est le point qu'on voit là. Vous voyez que dans ce que j'ai mis ici, c'est la représentation de tous les écarts à la tendance. Si je fais la moyenne de ces écarts, je trouve quelque chose qui est quasi nul, qui devrait être nul. C'est nul à 3 chiffres après la virgule. D'accord? Donc, il est logique qu'il y ait des écarts à tendance qui soient positifs d'un côté et des écarts à tendance qui soient négatifs. C'est la manière dont vous calculez la tendance qui importe. Une fois que j'ai fait ça, je constate que voilà, sur le trimestre 3, on est systématiquement en dessous. Donc de combien on est en dessous systématiquement? Pour le faire, je fais un calcul simple, c'est que je fais la moyenne du tableau par ligne. En faisant, et vous voyez, c'est ce que je viens de mettre ici, ce que j'appelle le coefficient saisonnier. Vous voyez qu'en moyenne, au troisième trimestre, je suis moins 0,3424 en dessous de la tendance. Oui? Ok. La courbe ici, c'est simplement, j'ai représenté ces séries. J'ai représenté la série trimestre 1 des années 2005 jusqu'aux années 2014. Ah, c'est en dessous. Oui, c'est parce que c'est juste en dessous. Je peux essayer de remonter ça. Voilà. D'accord? Vous voyez là, en dessous du graphique, quand vous faites un graphique sur Excel, vous trouvez le 1, c'est la courbe rouge. C'est le trimestre 1. D'accord? Et le bleu, c'est la courbe, la violette, c'est la courbe 3. D'accord? Donc effectivement, le fait que les courbes soient les unes au-dessus des autres montre qu'il y a un système de saisonnalité. Ce que je fais ensuite, effectivement, c'est ça. C'est que ce que je constate, c'est que si vous regardez la courbe 3, elle est tout le temps négative. La série 3 est tout le temps négative. Si je prends sa moyenne, je capture un effet saisonnier. C'est ça l'effet saisonnier. L'effet saisonnier, c'est la moyenne de cette courbe, la moyenne de cette courbe correspondant au trimestre, dressée sur ce tableau entre les trimestres et les années. Donc, quand on vous pose une question sur le thème repérer la saisonnalité, la manière de le faire, c'est d'abord de raisonner en écart à la tendance. S'il y a une tendance, il peut ne pas y avoir de tendance. Si la série a l'air d'être relativement constante dans le temps, mais uniquement avec des mouvements saisonniers, vous n'avez pas à ôter la tendance. Vous ôtez la tendance, et ensuite vous dressez ce tableau, avec d'un côté les trimestres, et de l'autre côté les années. Vous le représentez graphiquement, et vous voyez immédiatement si il y a un comportement qui est lié au trimestre. Ici, ça semble être le cas. Bon, on n'a pas découvert le fil à couper de beurre. En voyant la série elle-même, vous comprenez qu'il y avait des mouvements saisonniers. Ok? Une fois qu'on a fait ça, la dernière question qu'on nous pose, et on va revenir après on va sortir de Excel. La dernière question qu'on nous pose, c'est on nous demande maintenant de faire une prévision sur le niveau de trafic au troisième trimestre 2015.
Donc, vous avez toutes les données jusqu'au 4e trimestre 2014, elles sont ici, et on nous demande de deviner le trafic au 3e trimestre 2015. Comment vous faites? Ce que vous savez, c'est vous pouvez prolonger la tendance. D'accord? La tendance, elle exprime le long terme de la série. Donc le réflexe que vous devez avoir, c'est prolonger la tendance. Donc, si vous prolongez la tendance jusqu'au 3e trimestre 2015, comme vous observez que depuis 10 ans, le trafic voyageur augmente de manière linéaire, vous tenez compte de cette augmentation linéaire pour en déduire la tendance au 3e trimestre 2015. Premier élément dont vous devez tenir compte. Et puis ensuite, deuxième élément dont vous devez tenir compte, vous devez tenir compte de la saisonnalité. Vous savez que systématiquement, au 3e trimestre, le trafic, il est tout le temps en dessous de sa tendance. C'est un effet saisonnier. De combien est-il en dessous de sa tendance? Vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas encore le 3e trimestre 2015. Vous faites de la prévision. Mais vous avez observé qu'en moyenne, sur les années précédentes, au 3e trimestre, le trafic, il était, c'est les coefficients saisonniers qui vous l'ont dit, il était moins 0,3424 en dessous de la tendance. 0,3424 en dessous de la tendance. Du coup, pour faire la prévision, et c'est ce que j'ai fait ici dans ce fichier, prévision 2015 du trimestre 3, d'accord? D'une part, j'ai introduit la tendance. Combien vaut la tendance au 3e trimestre 2015? Il suffit juste d'ajouter les 3 trimestres qui se sont déroulés depuis décembre, depuis le 4e trimestre 2014. Il faut calculer l'équation de la droite, le point de la droite correspondant au 3e trimestre 2015. C'est ce que je fais ici. Ça me fait 0,0087, c'était la pente de la droite, multiplié par 46, parce que vous voyez que 43, pardon, puisque vous voyez que le 3e trimestre 2015 est l'observation 43, sachant que le dernier trimestre 2014 est l'observation 40, plus la pente. Donc ceci, c'est la tendance que l'on a prolongée, tout simplement. Et puis ensuite, ce que j'ai reporté ici, c'est juste le coefficient saisonnier. Je sais que systématiquement, au 3e trimestre, le niveau de la série est en dessous de sa tendance. De combien? Je l'ai calculé en faisant la moyenne des écarts sur toutes les observations de 2006 à 2014. Si je fais cette différence, d'accord, si je prends la tendance et que j'enlève juste la saisonnalité qui correspond, j'en déduis la prévision, d'accord, qui est ici. Et donc la prévision que je fais, c'est 2,9305. Évidemment, on sait très bien que la véritable observation ne sera pas la prévision. Enfin, elle a peu de chance d'être la prévision. La prévision n'est pas exacte, n'a pas vocation à être exacte. L'écart entre la prévision et la série effectivement observée ensuite, c'est ce qu'on appelle l'erreur de prévision. À quoi est due cette erreur de prévision? Cette erreur de prévision est liée à des événements aléatoires, le climat, tout ce que vous voulez, peut-être le cycle économique. Le trafic dépend du cycle économique, de la situation du marché de l'emploi. Des éléments qu'on ne peut pas décerner ici. Donc c'est ce qu'on appelle des éléments de cycle. En fait, dans l'écart de prévision, il y a à la fois des choses qui sont peut-être des éléments de cycle, et puis des éléments après qu'on appelle résiduels, qui sont liés au hasard, je ne sais pas, à la fermeture de la station de RER A pendant 3 jours, etc. Tous ces éléments qui peuvent influencer le niveau de trafic voyageur. D'accord? Donc, ici, on a traité l'intégralité de l'exercice. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller chercher le fichier Excel tel que je l'ai fait ici, qui est sur le pays. D'accord? Dans la rubrique DE, direction d'études pour moi. Prenez le fichier et vous regardez comment je l'ai fait. Enfin, vous essayez de le refaire. Je pense que c'est pas non plus trop bête, et c'est ce que vous avez fait au niveau du devoir informatique, que vous vous entraîniez à faire un peu des graphiques. Dans la vie courante, ça peut servir. De toute façon, si vous cherchez un job, mettre que vous maîtrisez Excel, c'est plutôt pas mal.
Le minimum, c'est de savoir faire un peu des graphiques. Après, vraiment maîtriser le bac Excel, c'est aller beaucoup plus loin, bien sûr, mais c'est déjà important que vous sachiez un peu manipuler les données, et ça peut même être un peu ludique. Vous pouvez faire les plus jolis graphes que chez moi. Donc, je reviens à ce que j'ai fait. Oui. Oui, vous pouvez parler un peu plus fort. Oui. Comment vous faites quoi? Ok. La prévision. Donc, je reviens au fichier Excel. Vous avez compris sur les coefficients saisonniers, comment vous avez trouvé? Je fais la moyenne par ligne. Donc, ils sont là, les coefficients saisonniers. D'accord? C'est ces variables-là. Maintenant, comment j'ai fait pour faire la prévision? Je reprends. Ça, c'est la série. D'accord? Ici, vous voyez, ça, c'est la dernière observation. Dernier trimestre 2014, le trafic voyageur était de 3 441 millions. D'accord? C'est ça. Hein? Ok? À côté, ce qui est indiqué, c'est la tendance. C'est la tendance en ce point. Si vous devez faire une prévision pour l'année 2015, pour le troisième trimestre de 2015, premier élément, vous allez dire, on va prolonger la tendance. D'accord? Comment vous faites pour prolonger la tendance ici? Vous calculez la tendance pour ce troisième trimestre 2015. Vous connaissez l'équation de la tendance. On a vu Y égale AX plus B. Le X, l'indice du temps pour le troisième trimestre 2015, ça va aller 40 pour le quatrième trimestre 2014, 41 pour le premier trimestre 2015, 42 pour le deuxième trimestre 2015, 43 pour le troisième trimestre 2015. Donc, vous calculez simplement la valeur, 0,0087 multiplié par 43, plus l'ordonnée à l'origine. Vous trouvez la tendance, 3,27. Ensuite, vous dites, j'observe qu'au troisième trimestre, je suis systématiquement en dessous de la tendance. C'est le trimestre le plus mauvais de l'année. Le plus mauvais, je ne sais pas, lié, encore une fois, à l'été. De combien on est en dessous de la tendance? Vous avez vu que dans les années précédentes, systématiquement, on était 300 millions. On était à moins 0,3424. 300 millions de voyageurs de moins. 340 millions de voyageurs de moins. Donc je les enlève parce que je sais que j'ai observé cette saisonnalité. J'en déduis ici, si je fais la somme des deux, sachant que le deuxième terme est négatif, j'en déduis la prévision. On est d'accord que, encore une fois, l'erreur de prévision, ce dont on a tenu compte dans la prévision, c'est la tendance et c'est le niveau de la saisonnalité. Ce qui n'est pas dans la prévision, c'est le cycle, et puisque vous ne pouvez pas prévoir, d'accord, par définition. Donc les aléas climatiques, les aléas, etc., des résidus qui apparaissent dans l'erreur de prévision. Bon. Alors, vous imaginez bien que un problème technique que vous pouvez avoir, c'est que cet exercice, c'est un exercice qui a été posé à l'examen. Donc à l'examen, vous n'allez pas raconter Excel, machin, d'accord? À l'examen, comment pourrait-on corriger la série des variations saisonnières? La réponse qui est attendue, c'est de dire que vous devez calculer le coefficient saisonnier. La manière dont vous pouvez calculer le coefficient saisonnier, c'est de dresser ce tableau à double entrée. Vous montrez que vous avez compris ce tableau, vous savez qu'il existe, et qu'il faut prendre la moyenne des trimestres par année, ce qui constitue le coefficient saisonnier. C'est ça qu'on vous demande de faire. Et ensuite, vous expliquez qu'il faut enlever à la série ce coefficient saisonnier. Un point évidemment essentiel, c'est de bien signifier que le coefficient saisonnier, il est calculé sur l'écart à la tendance. Ça, c'est un point qui est très important. Vous ne calculez pas directement le coefficient saisonnier sur la tendance elle-même, parce que vous voyez bien que dans ce cas-là, le jeu de la tendance brouille celui des saisons. Il faut que vous compariez les trimestres de différentes années qui soient comparables. C'est pour ça qu'on fait en écart à la tendance. Donc, j'admets avec vous qu'il n'est pas évident de répondre à des questions comment pourrait-on.
C'est ça, comment pourrait-on? Dernier point, comment peut-on prévoir le trafic? Donc c'est encore un comment peut-on. Heureusement qu'on ne vous a pas demandé un comment pourrait-on. D'accord? Donc l'idée est simple, je le réécris ici comme ça, comme une équation. Vous avez T plus la saisonnalité. La saisonnalité, c'est quelque chose qui est lié strictement. La saisonnalité, c'est quelque chose qui est lié strictement au trimestre. D'accord? C'est le coefficient saisonnier. Donc en fait, cette saisonnalité, c'est ce coefficient ici, S, et puis vous avez quelque chose d'autre qui est le cycle ou le résidu. C'est ça la décomposition qu'on a proposée. Le S', c'est l'effet de saisonnalité du trimestre correspondant à l'indice T. D'accord? Donc le S', il prend 4 valeurs différentes selon le trimestre. Ce qu'on appelle la série corrigée des variations saisonnières, c'est quoi? C'est TT plus CT. C'est une série dans laquelle on a enlevé l'influence de la saison. Un point aussi important à comprendre, c'est que l'influence de la saison, en moyenne sur l'année, elle est nulle, puisque la moyenne des écarts à la tendance est également nulle. Donc, c'est bien ça la série CVS. La série corrigée des variations saisonnières, c'est la série dans laquelle, systématiquement, au troisième trimestre, vous rajoutez quelque chose parce que vous savez qu'on est tout le temps en dessous de la tendance. Ça, c'est corriger des variations saisonnières. Pour faire une prévision, donc imaginez que, comment on note une prévision? Vous allez prévoir le trafic du 2015-3, d'accord? Alors que vous avez des informations jusqu'au 2014-12, 4, d'accord? Donc, ce que j'avais mis ici, c'est la prévision, vous pouvez la noter comme ça. Vous pouvez dire, ce qu'on cherche à faire, c'est une prévision du trafic 2015-3, je l'explique comme prévision, en ayant des observations jusqu'au 2014-4. Tout simplement, vous allez prendre la valeur de T au 2015-3, et ça vous êtes capable de le faire parce que c'est la tendance, c'est le A plus VT, plus l'effet saisonnier correspondant au semestre 3. Vous êtes d'accord? C'est comme ça que j'ai fait la prévision. Et donc, cette tendance ici, c'est A, c'est la droite, multiplié par l'indice du temps qui correspond au trimestre 2015-3, donc j'ai mis 43 dans mon fichier Excel, plus B. Ok? Donc voilà comment on a fait les choses. Bon, donc je vais pouvoir passer à l'exercice suivant si vous n'avez pas de questions. Vous avez des questions? Oui? Ah non? Alors, si en fait, vous pourriez dire, regardez, non, ça vous ne pouvez pas le calculer. Si vous n'avez pas Excel, vous ne pouvez pas le calculer, on est d'accord? Vous ne pouvez pas faire la moyenne de ça. Par contre, on est d'accord que ici, on vous donne la pente. Le A, il vaut 0,087. Donc si vous voulez vraiment performer le jour de l'examen, vous pouvez dire que la pente c'est 0,087, ça veut dire que tous les trimestres, on observe que ça augmente de 8,7 millions. D'accord? Donc si vous multipliez par 3, vous avez une augmentation du trafic qui est liée à la tendance. C'est le premier effet. Donc vous rajoutez au trafic du quatrième trimestre cette augmentation. Et ensuite vous ajoutez la saisonnalité. Donc la question que vous posez, c'est à l'examen, bien sûr, vous ne pouvez pas répondre ça. À l'examen, vous vous contentez mollement de répondre qu'il faut prolonger la tendance d'un côté
et tenir compte de la saisonnalité. Et si vous êtes, vous pouvez aussi ajouter que dans ce cas-là, bah, ce que vous avez laissé de côté, c'est le cycle et le résidu. Les questions d'examen, comme à l'examen, la calculatrice n'est pas autorisée, vous voyez bien que, et comme Excel n'est pas non plus autorisé, à l'examen, les questions sont quelquefois un peu littéraires, ou je ne sais pas, littéraires ou pauvres. Le contour des réponses n'est pas très bien compris. Bon, je peux vous dire pour corriger l'examen de temps en temps, qu'en général, un étudiant qui a bien compris, on comprend tout de suite qu'il a bien compris, on lui met tous les points, parce qu'une question comme ça vaut un point. Donc si vous mettez qu'il faut prolonger la tendance et ajouter la saisonnalité, les 1 point, vous les avez. Vous n'avez pas besoin d'écrire 15 lignes pour l'expliquer. D'accord? Après, vous pouvez le faire de manière encore mieux, et dans ce cas-là, peut-être que vous aurez 20 à l'examen. Oui? Corriger des variations saisonnières. C'est le corriger des variations saisonnières. CVS, c'est vraiment le nom officiel de l'INSEE. Vous savez, quand ils disent le taux de chômage, le niveau de chômage, corriger des variations saisonnières. C'est CVS, d'accord? C'est vraiment la manière de dire tout le temps. C'est bien l'acronyme qu'il faut que vous reteniez. Voilà. On va passer à l'exercice suivant. Alors l'exercice suivant est un peu plus compliqué. Mais parce qu'il ne peut pas être donné au partiel, quand je dis il est un peu plus compliqué. Alors, pour faire l'exercice suivant, j'ai changé de... je vais me remettre un nouveau truc un peu vierge. Là. Alors, j'ai remis le singe parce que dans l'exercice suivant, c'est un exercice qu'on peut faire à la limite sans Excel. Bon, de là à le faire en examen, d'accord? Donc moi je le fais quand même avec Excel. Voilà. On nous donne c'est un exercice. Donc un exercice, ça ne correspond pas à une situation réelle. Donc il faut le prendre comme ça. Les locations de machines de levage spécialisées dans le secteur du cinéma, effectuées par une société, sont données en flux dans le tableau suivant. Vous voyez que dans ce tableau, on nous présente les données sur 3 années. On nous présente les données sur 3 années, d'accord? Et on nous présente déjà sur quelque chose qu'on aime bien, c'est-à-dire en trimestre correspondant à chaque année. D'accord? Sous la forme d'un tableau. Donc on est d'accord qu'on a 2 manières de lire le tableau, en colonne, vous savez ce qui se passe l'année 2008, et en ligne, vous savez ce qui se passe au premier trimestre de chaque année pendant 3 ans. D'accord? On nous demande d'abord de représenter les observations. Donc représenter les observations, je conçois que ce ne soit pas un exercice très intéressant. Il y a Excel qui permet de le faire. Moi je l'ai fait sur Excel et j'ai donc représenté ici les observations. De 2008 T1 jusqu'à 2010 T4. D'accord? Donc c'est les observations. Si vous regardez les observations, vous voyez 2 choses. 3 choses en fait. La première chose peut-être la plus évidente, mais je ne sais pas, en fait, c'est que il semble y avoir quelque chose comme une tendance, d'accord? Je le représente un peu comme ça en disant, je ne sais pas très bien, mais la première chose, c'est qu'il y a une tendance, certainement. Donc la question après, c'est comment la décrire au mieux? Donc là, je le lis comme ça, je fais ça en tremblotant à moitié, évidemment, c'est pas la meilleure manière de la décrire. C'est juste de le noter. La deuxième chose à noter, c'est qu'il y a des variations, des fluctuations. D'accord? Et peut-être que une partie de ces fluctuations sont liées aux saisons. D'accord? Alors, d'accord, il semble notamment que la série est tout le temps la plus haute possible au T2, d'accord? Elles sont certainement liées en partie aux saisons, mais elles ne sont pas liées qu'aux saisons. Donc la question qu'on peut se poser, c'est si on enlève l'influence des saisons, est-ce qu'il reste encore des fluctuations? Est-ce que dans la série corrigée des variations saisonnières, on va retrouver des fluctuations ou pas? Et puis, le troisième élément, c'est peut-être le plus subtil et ce qui rend l'exercice un peu comme un exercice.
c'est que on a l'impression que il y a effectivement une tendance, puisque la tendance elle est violente. Hein. Vous voyez, on passe d'une valeur qui est de 20 jusqu'à une valeur qui est de 80. Donc c'est une tendance qui est très très forte. On a l'impression que l'influence des saisons ou des fluctuations est d'autant plus forte que le niveau de la série est élevé. Ce que je veux dire, c'est qu'au début, ici, d'accord, dans cette partie-là, au début, les fluctuations sont plus faibles. J'ai cru que c'était l'alerte incendie. Les fluctuations sont plus faibles au début de la série. Comme si les fluctuations allaient en étant de plus en plus importantes. D'accord? Donc, l'amplitude des fluctuations est peut-être croissante. Je ne sais pas si l'amplitude, ouais, on va dire comme ça, c'est en français. Comme si cette amplitude croissante, cette amplitude était liée au niveau de la série. D'accord? Au niveau de la série. C'est assez logique. Si la série croît, ici c'est sur 3 ans, c'est pas très intéressant. Mais si vous regardez le PIB français, le niveau de production en France, vous avez des cycles économiques, vous avez l'effet des saisons. L'effet des saisons, il est proportionnel à la taille du PIB. L'effet des cycles est proportionnel à la taille du PIB. Donc les cycles se déterminent de manière relative au niveau de la variable. Cette question, c'est la question du modèle additif contre le modèle multiplicatif. Dans un modèle additif, vous prenez la série, vous lui prenez une tendance, vous ajoutez un cycle, et vous ajoutez éventuellement des saisonnalités. Vous les ajoutez. Donc, c'est ce qu'on a fait dans l'exercice précédent. Ces éléments sont définis de manière additive. Dans un modèle multiplicatif, vous prenez la tendance, vous définissez l'écart, la saisonnalité n'est plus un écart absolu, mais un écart relatif. Au premier trimestre, vous observez que vous êtes 20% en dessous de la tendance, plutôt 8% en dessous de la tendance. Au deuxième, 12% en dessous de la tendance. Donc, vous raisonnez sur la saisonnalité de manière relative. De la même manière, le cycle, s'il en existe un, ok, il est aussi défini de manière multiplicative comme étant un pourcentage qui s'ajoute à la tendance. Donc, la différence entre un modèle multiplicatif et un modèle additif, c'est ça. C'est est-ce que vous raisonnez en écart absolu ou en écart relatif? Comment vous pouvez le savoir? Ici, là aussi c'est un exercice, donc je ne sais pas si je vais vous convaincre, mais on peut avoir un peu cette impression en regardant la série, d'abord qu'il y a une tendance qui est bien marquée, donc qui fait que le niveau de la variable est de plus en plus élevé. Et puis ensuite on a l'impression aussi que les fluctuations sont beaucoup plus faibles au début de l'échantillon qu'à la fin. D'accord? Il faut contester cette idée-là. Mais c'est ça qui permet de caractériser un modèle multiplicatif. Donc il n'y a pas de réponse absolue à la question. On pourrait faire une hypothèse et puis l'autre et regarder comment ça change la lecture qu'on a des données. Ici, on va supposer que le modèle est multiplicatif. Parce que l'amplitude des données va croissant. Et quand vous avez des cycles, quand vous avez une tendance, dès lors que vous avez une tendance, vous voyez bien que vous êtes tenté d'opter pour un modèle multiplicatif. Vous êtes tenté d'opter pour un modèle multiplicatif. Parce que vous voyez bien que les écarts à la tendance, vous devez les lire comme des écarts absolus, relatifs, et non comme des écarts absolus. Ok? Donc, optons pour un modèle multiplicatif. Alors, si j'ai mis le singe qui se dresse la dette, c'est qu'en fait, la réponse à cette question n'est pas forcément évidente. D'accord? On aurait pu faire notre choix, on aurait pu dérouler l'exercice ensuite d'une autre manière. Éventuellement, on pourrait
pourrait refaire l'exercice en disant maintenant le modèle est additif. Une fois qu'on a décidé ça, le modèle est multiplicatif ou additif. Il y a une question qui est importante aussi et qui est liée, c'est la question de la nature de la tendance. Quelle est la tendance? Est-ce que c'est une tendance linéaire ou est-ce que c'est une tendance autre chose? Alors ici, dans la suite de l'exercice, si vous lisez l'exercice, on va vous proposer d'ajuster une tendance moyenne mobile. On aurait pu prendre une tendance linéaire, peut-être si c'était plus pertinent. Dans l'exercice, on vous propose de faire une tendance moyenne mobile. Si vous regardez sur Excel, vous regardez un peu sur Excel, j'espère que ça va aller. C'est l'exercice 3 ici, qui est dans cet onglet-là. Ah oui, ça va pas aller. Il n'est pas encore content de l'Excel. Ah si, ça y est, regardez. D'accord? Si vous regardez sur Excel, j'ai dû représenter ça à un moment ou à un autre. Où je l'ai représenté? Sur Excel, j'ai représenté la valeur de la série. D'accord? Ok? Et vous voyez, je ne l'ai pas représenté là, je l'ai représenté, mais non pas dans un tableau comme nous l'a présenté les données, mais dans l'ordre. Pourquoi? Parce que j'ai fait le graphique. Et si vous regardez le graphique, il est où le graphique? On ne voit pas le graphique. C'est marrant qu'il n'y ait pas de graphique. Je pensais avoir fait le graphique, mais... Oui. C'est quoi le nom de? Oui, mais ça c'est la question 2, on ne l'a pas encore faite. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer, on va prendre une tendance moyenne mobile dans le traitement d'exercice. D'accord? Je sais pas, je vais pas regarder les questions. Je corrige au fur et à mesure, je découvre les questions, je regardais tout de suite les questions. Ah, vous voulez dessus les questions? Ah oui, d'accord. Allez, on passe à la question 2. On cherche à déterminer la tendance générale de la série. Sous Excel. Est-il pertinent d'ajuster une tendance linéaire dite des moindres carrés? Donc là, ici, j'ai représenté dans le graphique la série et la tendance linéaire telle qu'elle est obtenue par Excel. D'accord? Telle qu'elle est obtenue par Excel. Tendance linéaire des moindres carrés. On appelle ça des moindres carrés, je mets MC pour moindre carré. Ceci est-il pertinent ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, parce que j'ai mis le... Non, moi quand je le regarde, enfin, la tendance linéaire, de toute façon, elle est toujours, elle semble toujours un peu pertinente. Pourquoi? Parce qu'elle passe au milieu du nuage. Donc, sa pente et son ordonnée à l'origine sont telles que sa pente et son ordonnée à l'origine sont telles qu'elles s'ajustent. En même temps, ici, elle présente peut-être un inconvénient, c'est que c'est toujours un petit peu la même chose, c'est ce que je disais précédemment, c'est que d'abord le modèle semble multiplicatif, les fluctuations, vous voyez les écarts à la tendance ici sont beaucoup plus faibles au début qu'à la fin, d'accord? Ok? Et puis que par ailleurs, l'inconvénient, en fait je suis pas très convaincu quand je le lis parce que j'y crois pas très fort sur cette série. Mais l'inconvénient, c'est quoi l'inconvénient de la tendance linéaire? L'inconvénient de la tendance linéaire, c'est que c'est une forme peu flexible de tendance. C'est AT plus B, donc c'est quelque chose qui est linéaire et qui ne s'adapte pas du tout à l'évolution de la série. Alors, est-ce qu'une tendance doit s'adapter à l'évolution de la série? C'est une bonne question, c'est une question philosophique. Elle doit s'adapter à l'évolution de la série, mais pas trop, puisqu'elle doit exprimer son long terme. L'inconvénient de la tendance linéaire, c'est le fait qu'elle est un peu rigide.
elle ne s'adapte pas suffisamment à l'évolution de la série. Une manière de prendre une tendance qui est plus flexible, c'est précisément de prendre une tendance qui est une tendance moyenne mobile. En fait, si vous réfléchissez à une tendance linéaire, la tendance linéaire, pour un point, elle tient compte de tout ce qui se passe sur tout l'échantillon. Elle donne autant de poids au dernier point qu'au premier. D'accord? Elle donne le même type de poids à tous les points dans la détermination du A et du B. Ce qu'on a envie de dire, c'est que pour calculer une tendance, ce qui s'est passé il y a 30 ans est peut-être moins important que ce qui se passe aujourd'hui, ou ce qui s'est passé dans les 10 dernières années. On doit avoir une vision plus souple de la tendance. La moyenne mobile permet de faire ça. Elle permet d'avoir une vision plus souple de la tendance qui tienne mieux compte des nouvelles données, qui donne moins de poids au passé. D'accord? Et c'est ça l'idée d'une moyenne mobile. La moyenne mobile, elle a cet avantage d'être plus locale dans la manière de calculer la tendance. Ensuite, dire ici, est-il pertinent d'ajuster une tendance linéaire des moins 1 carré? Je pense que franchement, si à l'examen vous pourriez, en regardant ce graphique, oui, c'est pertinent, ça coupe bien au milieu, mais c'est peut-être un peu rigide, moi je mettrais tous les points. Si vous mettez, il faut se méfier des moyennes, des moindres carrés, parce que c'est trop rigide, et une manière alternative de faire, c'est de faire des moyennes mobiles, où on tient davantage compte des observations les plus récentes, d'accord? Ça pourrait être aussi une réponse pertinente. Donc la réponse pertinente ici attendue, c'est calculons une moyenne mobile, puisque c'est la question qu'on va poser après. D'accord? Donc est-il pertinent d'ajuster une tendance linéaire des moins 1 carré? Je dirais oui et non. En fait, je n'ai pas de réponse absolue. La vie n'est pas faite que de réponses absolues. C'est pour ça que je mets le singe qui gratte, parce que je ne sais pas très bien quoi répondre. Ah, la série mou du tableau fait apparaître des variations saisonnières. Justifier cette affirmation. Franchement, cette question elle est compliquée parce que pour justifier cette affirmation, je dois regarder quoi? Je dois réfléchir aux écarts à la tendance. Je dois réfléchir aux écarts à la tendance. Donc si je regarde l'écart à la tendance, ici, pour le trimestre 2, c'est ça. Pour le trimestre 1, c'est ça, etc. 3, on est en dessous. Et vous voyez que, si vous regardez cette série, ce que vous observez par exemple, évidemment, la tendance ce qu'on devrait faire, c'est dresser le fameux tableau avec T1, T2, jusqu'à T4, d'accord? Et là, faire apparaître les années, et regarder un peu comment ça se passe. On va le faire ensuite, d'accord? On va le faire ensuite sur Excel. Ici, comment vous pouvez répondre à la question? Vous pouvez simplement répondre à la question en disant, vous voyez, par exemple, ce que j'observe, c'est que la série, sur 2008, 2009 et 2010, elle atteint tout le temps son maximum. Alors vous me direz, il y a 2009 T4 qui pourrait faire concurrence, mais elle atteint presque tout le temps son maximum au second trimestre. D'accord? Vous voyez que ici, 2008 T2, 2009 T2, et ça c'est 2010 T2, c'est le maximum de la série. Donc il y a un effet certainement saisonnier qui est lié au second trimestre. De la même manière, vous pouvez le voir en sens inverse, vous voyez que le T1 et le T3, alors c'est pas totalement évident sur le T3, vous voyez, le T3 est systématiquement en dessous de la tendance linéaire. Je n'ai pas dit qu'il était beaucoup en dessous, mais il est systématiquement en dessous. Donc c'est peut-être pas un hasard non plus s'il est systématiquement en dessous. C'est certainement lié à un effet saisonnier qui est l'été. Mais tout ça n'est pas totalement exact, d'accord? Vous voyez par exemple si vous regardez le T1 ici est en dessous sur 2 trimestres, mais au-dessus sur le premier. Malheureusement, vous pouvez pas, c'est pas forcément exact. Mais en tout cas, vous avez un soupçon de saisonnalité
Parce que vous observez, faire la pause. Je fais la pause tout de suite. D'accord. Donc là, à la question, justifier cette affirmation, je vous propose cette justification un peu molle. Et si vous devez le faire via Excel. Vous voyez, sur Excel, j'ai repris visuellement le contrôle de mon Excel. D'accord? Ici, j'ai représenté la série, d'accord, avec une tendance linéaire, une tendance exponentielle. Une manière de justifier la tendance linéaire, c'est de dire, en tout cas, la tendance exponentielle, ça paraît pas très très pertinent. Ok? Si vous faites une tendance exponentielle, ajuster une courbe de tendance, il va encore être lent, d'accord? L'exponentielle, c'est là. Vous voyez, c'est celle que je viens de présenter ici. Ça paraît pas très pertinent. La linéaire semble peut-être plus pertinente. La logarithmique, vous voyez, là je l'ai mise. On ne voit pas très bien pourquoi on mettrait ça. D'accord? Bon. La réponse, elle n'est pas absolue. Maintenant, ce qu'on va nous poser comme question à cet exercice, c'est une question suivante. Alors, ça c'est une question un peu compliquée, relativement intéressante. C'est quoi une moyenne mobile? Une moyenne mobile, c'est de prendre une observation à la date T, d'accord, et de regarder, de faire une moyenne de ce qui se passe autour de cette date. Et ensuite, d'être mobile. Donc de dérouler les données dans l'ordre dans lequel elles sont. Donc vous allez prendre une variable et vous allez regarder 2 dates avant, 2 dates après, plus la date. Donc vous allez impliquer 5 termes ici. 5 termes. Et évidemment, cette moyenne mobile, elle est centrée sur la variable à la date T. Donc la moyenne mobile à la date T, c'est vous prenez la valeur à la date T en question, 2 observations avant, 2 observations après, et vous faites une moyenne. Il est important que ce soit centré. Donc le nombre de termes qui est impliqué dans la moyenne est nécessairement impair, puisque vous avez 2 après, 2 avant, et la variable elle-même. Ça pourrait être 3 avant, 3 après, et la variable elle-même, ça ferait 7. Ici, on en a mis 5. Ensuite, ce que vous voyez ici, et ce qui peut vous sembler bizarre comme ça au premier abord, mais que je vais expliquer maintenant, c'est que vous voyez que la moyenne, elle n'est pas équipondérée. C'est pas 1/5 de tout ça. Il y a 5 termes, on aurait pu prendre la moyenne avec 5 termes. Ici, on fait un truc un peu compliqué, c'est qu'on met 1/2 sur les 2 coefficients extrêmes, et puis 1 sur les autres. Donc elle n'est pas équipondérée. Pourquoi elle n'est pas équipondérée? Pourriez-vous dire parce que les valeurs extrêmes, celles qui sont éloignées de la date, ce n'est pas des valeurs extrêmes, vous leur donnez moins de points. Mais en fait, c'est un peu plus subtil que ça. C'est que l'exercice, il a notamment pour destination de réfléchir à une saisonnalité qui est une saisonnalité trimestrielle. Dans l'année, il y a 4 trimestres. Si vous considérez la moyenne mobile au trimestre 1, vous voyez que dans le calcul, vous faites intervenir, pour calculer la moyenne mobile au trimestre 1, vous allez faire intervenir le trimestre suivant, 2 et 3, d'accord, et les 2 trimestres précédents, 4 et 3. Autrement dit, quand vous allez calculer cette moyenne mobile, vous allez comptabiliser 2 fois le trimestre 3. Pour le trimestre 1, je vous redis, vous voyez que dans le trimestre 1, si vous regardez ce qui se passe 2 trimestres après, ça fait trimestre 2 et trimestre 3. Et quand vous regardez ce qui se passe 2 trimestres avant, ça fait trimestre 4 et trimestre 3.
Si vous calculez la moyenne mobile d'ordre 5, de manière un peu naïve, vous faites intervenir 2 fois le trimestre 3. Donc, vous ne corrigez pas la saisonnalité. Vous comptabilisez 2 fois le même trimestre. Pour éviter de comptabiliser 2 fois le même trimestre, ce qui est fait ici, c'est que vous mettez un poids 1,5 et 1,5 sur les 2 fois où vous comptabilisez le même trimestre. Du coup, certes, vous comptabilisez 2 fois, mais avec 2 fois moins de poids. Donc, le 1,5 et 1,5 qui est au bout, qui paraît un peu curieux, d'ailleurs dans l'exercice il n'y a pas de question, est lié au fait que si on ne le faisait pas, on mettrait dans la tendance des choses qui ne devraient pas y être, des éléments de saisonnalité. D'accord? La tendance, elle ne doit pas être sensible aux saisons, elle est sensible uniquement au long terme de la série. Donc, si vous commencez à mettre dans la tendance des éléments qui sont dans les saisons, votre modèle multiplicatif, additif, etc., c'est pas le bon. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a 1,5 et 1,5. Parce que si vous ne le faites pas, encore une fois, vous ne filtrez pas ce qu'on appelle un filtre. C'est exactement ça. Vous devez filtrer à l'intérieur de la série ce qui correspond au long terme et ce qui correspond aux saisons. Si vous ne mettez pas sur 1,5 sur 1,5, votre filtre il est mauvais. Il laisse passer des saisons dans la tendance. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on met 1,5, 1,5. C'est un peu subtil, non? Un inconvénient de la moyenne mobile, qui est énorme, et qui franchement fait que là, d'un point de vue analytique, c'est pas très intéressant, c'est que la moyenne mobile vous fait perdre des données. Puisque c'est indiqué ici. Vous voyez que les données, elles sont disponibles de 1, de la variable 1 à 12. Le problème, c'est que quand vous calculez la moyenne mobile, nécessairement, vous ne pouvez pas calculer la moyenne mobile en 12 parce que vous ne connaissez pas les données à venir. Vous ne pouvez pas calculer la moyenne mobile en 1 et 2 parce que vous ne connaissez pas les données passées. On ne vous les a pas données. Donc la moyenne mobile, plus son ordre est important, moins vous pouvez la calculer sur un nombre élevé de variables, de valeurs. D'accord? Moins vous pouvez la calculer. Donc, on peut calculer cette moyenne mobile. En quoi s'agit-il d'une tendance? On va la calculer. En quoi s'agit-il d'une tendance? L'idée, c'est que précisément, c'est quelque chose qui va être moins volatile, puisqu'on va lisser, en quelque sorte. On va lisser les fluctuations de la série. Ça va être moins volatile que la série. D'accord? Et donc, c'est ce qu'on attend d'une tendance. La tendance, on s'attend à ce qu'elle soit moins volatile que la série. Le problème, c'est que vous vous rappelez que, par exemple, la tendance linéaire, elle est tellement moins volatile qu'elle ne l'est pas du tout. D'accord? C'est une tendance linéaire comme ça, brutale. La moyenne mobile, c'est une manière plus souple de calculer une tendance. Vous allez enlever une partie des fluctuations, mais pas toutes. Donc là aussi, c'est une question empirique. C'est une question d'hypothèse de travail. Est-ce qu'il faut faire une moyenne mobile ici? On nous dit de le faire. Donc faisons-le. On va bien voir ce que ça va donner. Alors, comment on peut la calculer? Je pense que là, pour le coup, retournons sur Excel. Donc sur Excel, on a un tableau à remplir. D'accord? Le tableau à remplir, il est ici. Vous avez des variables, des valeurs, les indiquer. D'accord? Il faut faire une moyenne mobile centrée d'ordre 4. Donc évidemment, pour les deux premières valeurs, c'est pas possible de la calculer parce qu'on n'a pas les deux valeurs précédentes. On lève la case blanche. Pour les deux dernières valeurs, c'est pas non plus possible de la calculer parce qu'on n'a pas les deux valeurs futures. On laisse la case blanche. Et pour les autres, on fait une petite opération Excel. Vous voyez, on se contente simplement d'appliquer la formule 1 quart, 0,25, multiplié par 0,5 de E7, c'est-à-dire deux variables avant, 30, plus E8, 40, plus E9, c'est la valeur contemporaine, 30, plus E10, la suivante, plus 0,5, E11, d'accord? Et là encore une fois, je mets 0,5 E11 parce que je mets le coefficient 1,5. Cette formule que j'ai indiquée là-haut, ok, vous la voyez peut-être, encore une fois, allez chercher le fichier Excel pour reprendre ça ensuite. Évidemment, je peux la copier. Je peux la copier. J'ai pas mis de symbole dollar dedans. Et quand je la copie, elle se reproduit de cellule à cellule en décalant ligne par ligne. En décalant ligne par ligne.
Donc c'est ce qu'on obtient ici, et on a calculé comme ça la tendance. Alors, on a calculé la moyenne mobile ordre 4. Si vous regardez la tête qu'elle a, là c'est le graphique complet, donc à la fin on verra les autres courbes. Et si vous regardez, vous avez la courbe rouge. La courbe rouge, c'est la courbe initiale, et la courbe noire, c'est la tendance. C'est la moyenne mobile ordre 4. C'est celle que je viens de calculer, d'accord? Est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle n'est pas bien? Bah, évidemment, elle a moins de fluctuations, c'est bien là qu'on attendait. Qu'elle fluctue moins, qu'elle soit plus régulière. C'est ça la qualité d'une tendance. Enfin, elle a quand même des fluctuations, vous voyez, c'est pas une ligne droite, d'accord? Elle s'adapte à l'évolution de la série. Et puis ce que vous voyez aussi, et qui est une propriété peut-être un peu gênante de la moyenne mobile, c'est que vous avez perdu des données. On avait déjà que 12 observations, on a pu calculer la moyenne mobile que sur 8 observations, d'accord? Donc le problème, c'est que notre moyenne mobile en noir, elle n'est pas calculée pour les 2 dernières observations. Donc on ne sait pas ce qu'elle est pour les 2 dernières observations. Ça, c'est un problème. C'est un problème. Alors évidemment, si vous avez 2392 données et que vous perdez les 2 premières et les 2 dernières, c'est peut-être pas très important. Ici, dans l'exercice, on avait 12 données et on en perd 4. Ça fait quand même le tiers. Donc c'est un peu embêtant. Mais c'est juste un exercice. Donc on a bien un résultat attendu qui est que la tendance est plus lisse. Maintenant, évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder l'écart à la tendance. Donc l'écart à la tendance, c'est quoi ici? C'est l'écart entre la série rouge et la série noire. Et ce que l'on va faire, c'est que si on croit que le modèle est additif, l'écart à la tendance qu'on va regarder, c'est pas un écart absolu, c'est un écart en pourcentage. C'est un écart en pourcentage. Vous allez dire, au trimestre 2, on est 50%, 30% au-dessus de la tendance. Et vous voyez que les écarts sont très importants. D'accord? Il y a beaucoup de fluctuations dans cette série. Pas trop pourquoi, mais c'est pas grave. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, je reviens aux questions, parce que je vois plus des questions. En quoi ça utilise une tendance? Alors, je sais que vous avez vu. Ah bah d'accord. Donc ça on a rempli en tout cas cette colonne, d'accord? On a rempli cette colonne, ça on l'a fait. Vous pouvez le reporter vous-même. Et puis, les écarts relatifs, on nous demande maintenant de remplir cette colonne, les écarts relatifs à la tendance. Alors, peut-être, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est que je propose que la moyenne mobile, je la note, ça me semble être plus simple pour moi comprendre, je la note TT comme la tendance, puisque c'est la tendance, d'accord? Ce que l'on cherche en fait à mettre en évidence, c'est la décomposition suivante. Le niveau de la série, c'est une tendance multipliée par un effet saisonnier, puisque on a repéré les saisonnalités, multiplié par un effet saisonnier. L'effet saisonnier, je vais le noter un peu comme ça. Vous voyez, je vais pas le noter ST parce que l'effet saisonnier, c'est le même tous les trimestres. Donc je vais noter S'. Il sera les mêmes dès lors que le trimestre est le même. Et comme c'est un modèle multiplicatif, je veux le faire apparaître comme étant quelque chose qui se multiplie à la tendance, qui multiplie la tendance, donc qui augmente la tendance de 10%. Dans ce cas-là, le coefficient saisonnier vaut 1,1. C'est 1,1 fois la tendance au niveau de la série. Ça augmente la tendance de 10%. Et puis, évidemment, il y a un dernier élément, qui est l'élément que je vais appeler l'élément de cycle, d'accord, ou de fluctuation. C'est pas très bien. Et donc, ce que je vais faire moi, c'est, vous voyez que, évidemment, ce que l'on appelle ici l'écart relatif à la tendance, je ne sais pas si j'appellerais ça un écart, c'est en tout cas c'est le niveau de la série relativement à l'ascendance, c'est quelque chose qui combine 2 éléments, qui combine l'influence de la saison et l'influence du cycle, d'accord, par définition. Donc, dans cette colonne, ici,
je vais calculer quelque chose que vous pouvez mesurer en pourcent, mais ce n'est pas un écart, c'est juste un coefficient multiplicateur, un indice, je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça, parce qu'après je sais que si on multiplie par 100, vous allez dire que c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est bien cette idée-là, d'accord, qui est présente. Cet écart, ce xt sur tt, c'est le niveau de la série relativement à la tendance. Donc si c'est 120%, ça veut dire que vous êtes 20% au-dessus de la tendance. D'accord? Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que si vous prenez cette série qui caractérise les écarts à la tendance pour chaque date, chaque année, à chaque trimestre, et que vous prenez sa moyenne pour un même trimestre parmi les années, et bien vous déterminez un coefficient saisonnier. Et c'est ce coefficient saisonnier que je cherche à déterminer. D'accord? Donc ma démarche ici, c'est d'abord de calculer les écarts relatifs à la tendance, d'accord, ceci, et puis ensuite de faire la moyenne de ces écarts pour déterminer si oui ou non on est systématiquement au-dessus de la tendance à tel ou tel trimestre. Ok? C'est ce que je fais maintenant. Donc, je vais le faire sur Excel. Non, ça va me fatiguer. Donc, si vous le faites sur Excel, c'est vraiment pénible. Si vous le faites sur Excel, d'accord, c'est quoi l'écart à la tendance? C'est simplement l'écart entre la valeur 30 et la moyenne mobile. Vous constatez donc que au troisième trimestre de l'année 2008, vous voyez que ici j'ai pas mis écart, j'ai mis position relative à la tendance, ce qui est quand même plus français et plus juste. C'est bien, si la tendance vaut 100, la série vaut 82,76. Donc c'est 82,76%. D'accord? Et puis je peux le faire à toutes les dates en faisant un copier-coller. On est d'accord? Alors je ne peux pas le faire à toutes les dates, je peux le faire qu'à la date où la tendance est disponible. Donc encore une fois, je n'ai que 8 observations. Vous voyez que 8 observations, ça tombe bien, ça fait 2 ans. Donc 2 ans, et c'est ce que j'ai dressé dans le petit tableau qui est en dessous. Vous voyez que le petit tableau qui est en dessous, c'est mon tableau des saisonnalités. C'est celui dans lequel j'ai mis les trimestres, 1, 2, 3, 4, d'accord? Et là, j'ai regroupé ce qui s'est passé, non pas par année, parce que c'est un peu plus subtil ici, mais regardez, pour le premier trimestre, j'ai une donnée disponible, et je raisonne en position relative à la tendance, parce que la saisonnalité n'affecte pas la tendance, elle affecte que cette position relative à la tendance. Ben, ça vaut 50% la première année, en 2009, et la deuxième année, c'est 2010, ça vaut 40%. D'accord? Donc 50%, 40% pour le premier trimestre. Donc effectivement, au premier trimestre, vous êtes tout le temps en dessous de la tendance moyenne mobile, et l'écart que vous avez, c'est pas la moyenne des écarts, c'est la moyenne des positions. D'accord? Je sais pas, vous pouvez mettre moyenne des positions, c'est peut-être plus français. Quoi, pas plus français, plus rigoureux surtout. Et de 45%. Lorsque la série vaut 1, la tendance vaut 100%, il se trouve que on est à 50 ou on est à 40%. Donc on est vraiment à un niveau, on est 55% en dessous en moyenne de la tendance. Pareil pour l'année 2. Et pour l'année 2, vous voyez, je peux faire le même calcul, d'accord, je le calcule, je le fais de la même manière. Alors vous allez me dire, il y a un truc qui est un peu bizarre dans ce que je dis. C'est que vous voyez, pour l'année 3, pour le trimestre 3, d'accord, je considère une donnée de 2008 et je la combine avec une donnée de 2009. Donc, mais ça correspond bien à des trimestres. Le fait que ce ne soit pas les mêmes années exactement pour chacune des colonnes n'a pas d'importance. Parce que fondamentalement, ce qui compte, puisqu'on a corrigé la tendance, c'est un écart systématique qui se refait chaque trimestre. D'accord? Vous voyez qu'effectivement, au second trimestre, on est à un niveau qui est beaucoup plus élevé que la tendance. 75% de plus la première année,
39,3% et donc 57,1% en moyenne. La troisième trimestre, on est en dessous systématiquement. Alors vous voyez, le troisième trimestre de l'année, je ne sais combien, 2010 ou 2009, c'est vraiment dramatique. Hein. La série s'effondre complètement puisqu'on est au quart de la tendance. On est à 23,53. On est très très bas. Donc, j'ai pu représenter comme ça mes positions par rapport à la tendance par trimestre lorsque mes données étaient disponibles. Je n'ai que 8 observations, ce qui est quand même faible. D'accord ? Ensuite, je peux calculer la moyenne de ces positions. La moyenne des positions. Je le fais. Je fais une moyenne arithmétique. Moyenne de D23 et de E23. D'accord ? Au premier trimestre, je suis 55% en dessous de la moyenne, en moyenne. En dessous de la tendance, en moyenne. Oui. Mais même si c'est un modèle multiplicatif, on utilise la moyenne à C'est une très bonne question. Le camarade me demande, me dit, mais monsieur, même si c'est un modèle multiplicatif, on utilise la moyenne arithmétique. D'accord ? C'est ce que j'ai fait. J'ai pris 50% et 40%, j'ai pris le milieu de 2, 45%. D'accord ? Donc j'ai pris la moyenne arithmétique. C'est une manière de faire, mais c'est pas la manière la plus rigoureuse. La manière la plus rigoureuse, ça serait de prendre une moyenne géométrique. Je ne pense pas que je sois à ce niveau de subtilité, en fait. Mais vous avez raison. La différence entre un modèle multiplicatif et un modèle additif, hein, ce que je disais d'ailleurs tout à l'heure à la pause. Un modèle multiplicatif devient un modèle additif lorsque vous prenez le log. Une moyenne géométrique se transforme en moyenne arithmétique lorsque vous prenez le log. Donc, le fait ici d'avoir pris la moyenne arithmétique, ce que j'ai fait sans regarder la correction, d'accord ? C'est moi qui l'ai fait parce que je me suis dit que personne ne me poserait cette question et que c'est peut-être un peu subtil. Mais effectivement, c'est pas la manière la plus rigoureuse de faire. Je prends ici la moyenne arithmétique. Une moyenne arithmétique est proche d'une moyenne géométrique dès lors que les écarts sont faibles, ce qui n'est pas le cas ici. Mais on est d'accord, vous êtes quand même tous d'accord avec moi pour conclure que 50%, 40%, 45%, bon, on est systématiquement en dessous dans ces eaux-là. Après, ça sera 42% ou 45%, ça va modifier l'analyse, mais pas totalement. D'accord ? Donc votre question est bonne, mais j'allais dire non pertinente par rapport au sujet traité. Trop subtil. Vous voyez que dans ce graphique, j'ai fait un graphique que j'aime bien faire, c'est que j'ai représenté la série. Donc là, c'est un peu stupide, le graphique qui est là, d'accord ? Pour le premier semestre, je vois que le premier semestre, c'est la série 1, c'est 50 et 45. D'accord ? La verte, c'est le trimestre 3, c'est 80 et 23-53, etc. Ce que je vois, c'est que c'est ma fameuse série qui met en œuvre mes saisonnalités. S'il y avait une saisonnalité au sens strict, il y aurait, enfin, saisonnalité au sens strict, elle ne serait pas parallèle, mais elle serait tout le temps, elle ne se croiserait jamais ces courbes. Vous voyez que là, elles se croisent, mais quand même, les semestres 1 et 3, typiquement, sont toujours mauvais, et les semestres 2 et 4 sont toujours bons, d'accord ? Ok ? Même si après, la hiérarchie à l'intérieur de ces semestres est un peu différente. Une fois que j'ai fait ça, j'ai récupéré la position par rapport à la tendance. Donc, j'en reviens à mon fichier. Et à ça, regardez ce que j'ai fait. Je peux ouvrir une nouvelle page. Voilà. Mon ordinateur est en week-end. Ah, ça y est. XT, c'est la tendance multipliée par la saisonnalité multipliée par quelque chose qui est le cycle. Je ne sais pas trop ce que c'est. D'accord ? Donc, ce que j'ai analysé ici, les écarts relatifs à la tendance, c'est quoi ? C'est la position de XT par rapport à TT. D'accord ? C'est cette quantité-là. Ce que je vais faire ensuite,
c'est que j'ai pris le fait que j'ai expliqué que le STRI, c'est la moyenne des XT sur TT pour le trimestre, pour le même trimestre. D'accord? C'est ce que j'ai fait. Ok? Pour le même trimestre. Et donc j'ai obtenu mes fameuses variables dont j'ai parlé, 45% pour le premier, etc. J'ai vu que le ST1 était à 45%, j'ai vu, etc. Je ne me rappelle plus de tous les résultats, mais je me rappelle de celui-là, j'ai totalement déterminé ça. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai fait ça, c'est quoi la série CVS? Corriger des variations saisonnières. La série CVS, c'est la série XT CVS, c'est la série dans laquelle il n'y a plus l'effet saisonnier. Donc c'est T, c'est la série dans laquelle on a enlevé l'effet saisonnier. On a purgé la série de l'effet saisonnier. Donc c'est TT multiplié par quoi? Multiplié par CD. Donc évidemment, XT CVS, c'est aussi égal à XT divisé par l'effet saisonnier. D'accord? Donc, si ici mon effet saisonnier est de 45%, d'accord? Si mon effet saisonnier est de 45%, ça veut dire que pour le premier trimestre, je suis systématiquement 55% de clairance. Si je veux corriger cette variation saisonnière qui est brutale, très forte, et bah, je dois diviser la série par 0,45 pour ramener un nombre qui corrige le flux de la saison. D'accord? Donc, rappelez-vous le moment que j'ai eu, j'ai identifié le coefficient saisonnier en faisant la moyenne arithmétique sur le tableau, d'accord? J'ai trouvé 45%. J'ai trouvé 45%. Donc ça signifie que, voilà, au premier trimestre, bah, pour le trimestre, ce coefficient, il fait que la série, elle est, à cause des saisons, elle est 55% en dessous de ce qu'elle devrait être. Donc si je veux retrouver la valeur de la série corrigée des variations saisonnières, il faut que je divise par 0,45. Ok? C'est ce que je vais faire sur mon fichier Excel. On va y aller. Donc on regarde le fichier Excel. Je cache Open Board. Je reprends mon fichier Excel et on me demande quelle est la série CVS, corrigée des variations saisonnières. Je prends la valeur. Alors vous voyez que c'est curieux parce que pour la première valeur, 30, je n'ai pas la tendance. Mais j'en ai pas besoin en fait. Je prends la série, la valeur, 30, et je la divise par quoi? Je la divise par F22. Et F22 c'est quoi? C'est la valeur du coefficient au premier trimestre de l'année. Et donc, évidemment, n'oubliez pas que le premier trimestre fait qu'il est systématiquement plus bas que tous les autres. Donc je corrige ça. Donc la corrigée de variation saisonnière, elle est beaucoup plus haute. Elle est à 66,67%, de manière à ce que 66 divisé par 30 me donne exactement les 55% d'écart qu'il y a lié au passage des saisons. Et je fais ça pour toutes les valeurs. Donc pour la deuxième, ben là je vais corriger, je vais diviser par F23, puisque c'est le trimestre 2. D'accord? Là je vais diviser par F24, trimestre 3, F25, trimestre 4. Et puis là, je reviens au trimestre 1, donc je recommence à F22, F23, F24. D'accord? Donc j'ai bien corrigé de l'influence des saisons, de cette manière-là. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est pertinent ou pas? On ne sait rien, il faut regarder le résultat. Voilà le résultat auquel on aboutit. Donc on est d'accord que la série rouge, c'est la série noire, c'est la tendance moyenne mobile avec laquelle j'ai calculé les coefficients saisonniers, et la série CVS, c'est la série dans laquelle j'ai pris la valeur ici et je l'ai divisé par le coefficient saisonnier. Donc évidemment, vous voyez nécessairement, mécaniquement, au trimestre 1, ça augmente énormément le niveau de la série parce qu'il y a une influence saisonnière négative. Donc ça s'applique ici, ça s'applique là, évidemment aussi, d'accord? Et ça s'applique ici aussi, d'accord? Par contre, au trimestre 3,
je suis systématiquement au-dessus de la tendance. Non, c'est au trimestre 2. Je suis systématiquement au-dessus de la tendance dans les années où j'ai pu le faire. Vous voyez, c'est le cas ici, et c'est le cas là également. Est-ce que c'est pas le cas? Non, c'est pas le cas là également. Ouais, si, je suis systématiquement au-dessus de la tendance, pardon, d'accord. Et donc évidemment, quand je corrige des variations saisonnières, j'enlève cette influence de la saison, et donc ça me rabaisse le niveau de la série à un niveau inférieur, d'accord. Maintenant, j'ai répondu à la question. J'ai supprimé l'influence des saisons. En tout cas, je pense l'avoir supprimé. Vous voyez que il n'en demeure pas moins, on peut dire comme ça, il n'en demeure pas moins qu'il subsiste beaucoup de fluctuations dans la série elle-même. Donc, j'ai supprimé les fluctuations systématiquement liées au passage des saisons, mais je n'ai pas supprimé les fluctuations qui sont liées à d'autres facteurs, qui peuvent être des facteurs de cycle ou des facteurs aléatoires, d'accord, de météo ou de je ne sais quoi, d'accord. Donc la série bleue, elle reste très agitée. Il reste beaucoup de fluctuations dedans, parce que je n'ai pas supprimé toutes les fluctuations. Il y a une composante dans l'évolution qui est une composante liée au cycle, tout simplement. Donc c'est effectivement ce qu'on peut voir ici. Vous voyez que c'est quoi cette série XT-CVS? C'est tout simplement la tendance, puisque c'est XT sur STRI. Ça vaut mieux le disant, mais c'est bien la tendance multipliée par le cycle. Et donc il reste à l'intérieur de la série CVS des éléments de variation, bien sûr, mais j'ai enlevé l'influence des saisons. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc ça, c'est le tableau qui est rempli. Donc là, vous avez toutes les réponses aux questions, comme ça, vous n'avez pas besoin de regarder le fichier Excel. Je vous conseille d'aller regarder le fichier Excel. Là, vous avez ce tableau qui est très important avec la moyenne arithmétique, éventuellement contestable. Et puis, à la fin, vous avez le résultat, qui n'est pas très spectaculaire. Mais pourquoi c'est pas très spectaculaire? Parce qu'on a peu de données pour faire l'exercice. Et peut-être que la moyenne mobile n'est pas très pertinente comme tendance. On pourrait refaire l'analyse en utilisant d'autres formes de tendance, surtout en ayant plus de données. Oui? Comment? Le tableau, c'est le même un peu sur Excel. D'accord? Sauf si je me suis trompé. D'accord? Donc on a bien ici la moyenne mobile. On l'a calculé à l'aide de ma formule Excel. Les PDF, je les mets sur le pays aussi. Enfin, je ne vous empêche pas de photographier si vous voulez, mais voilà. Là, c'est la position relative à la tendance. Et puis la série CVS, dans lequel j'ai divisé la série par le coefficient, par la moyenne des positions. Je dis, ça c'est la moyenne des positions plutôt que la moyenne des écarts. D'accord? Ok. Bon? Oui? Non, attendez, on n'a pas fini là. Vous vouliez partir? Vous étiez pressé? Non, attendez, je réponds d'abord à la question, après on posera la question. Ouais, allez-y. Justifier le terme moyenne mobile, centré d'ordre 4. Centré, parce que c'est centré sur la valeur à xt, à t, d'accord? Vous prenez 2 avant, 2 après. C'est pour ça qu'on appelle ça centré. Si elle n'était pas centrée, on mettrait un décalage. Évidemment, ce ne serait pas pertinent pour mesurer la tendance à l'adapter, on est d'accord? Vous n'allez pas faire une moyenne mobile décalée. D'ordre 4, parce que la somme, parce que chacun des coefficients, la somme des coefficients somme à 4. 1 demi, 1, 1, 1. En fait, on a un problème. Votre question est très pertinente parce que je n'étais pas d'accord avec mes collègues sur cette appellation d'ordre 4. Il y a 5 termes
Mais comme ces 5 termes sont impairs, on appelle ça l'ordre 4. Moi, je voulais appeler ça personnellement, comme on le dit au niveau anglo-saxon, on dit plutôt d'ordre 5, non équipondéré. C'est pas les mêmes pondérations. Là, quand on dit d'ordre 4, c'est parce que comme on a nécessairement un ordre impair, le nombre de termes impliqués est impair, pour que ce soit centré. Sinon, ça ne serait pas centré. D'accord? On ne peut pas le faire de manière centrée si ce n'est pas un nombre impair. Le problème, c'est que comme on veut corriger une saisonnalité, les saisons, il y a 4 trimestres dans l'année, et non pas 5. S'il y avait eu 5 trimestres dans l'année, le problème ne se posait pas. D'accord? Ok? Et de la même manière, il y a 12 mois dans l'année. Donc là aussi, c'est un nombre pair de mois dans l'année. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas mis 13 mois dans l'année. Il y a peut-être des religions dans lesquelles il y a 13 mois dans l'année, je ne sais pas. Dans ce cas-là, on aurait fait une moyenne mobile avec 13 termes, et on aurait mis la même pondération pour ne pas avoir 2 fois le même mois. D'accord? Donc le problème ici, c'est que on a une périodicité qui est paire, parce que c'est des trimestres, parce que c'est des mois. Et on va prendre une moyenne mobile qui est centrée, donc qui est nécessairement avec un nombre impair de termes. Donc du coup, on est obligé de mettre ces 2 pondérations différentes. Si on étudie un phénomène qui est un phénomène hebdomadaire, dans la semaine, on n'a que 7 jours, c'est bien fait. 7 jours, vous pourriez prendre une moyenne mobile avec 7 termes, d'accord? Et dans ce cas-là, elle serait équipondérée. Puisque vous seriez sûr, en prenant le mardi, d'avoir pas 2 fois le même jour de votre calcul. Cette question, et vous l'avouez, un peu subtile, quoi, un peu. Et donc, le terme moyenne mobile d'ordre centré d'ordre 4 est lié au fait qu'en fait, il y a 4 trimestres. Vous aviez une question? Oui, et si on veut faire la prédiction pour cette série, et comment est-ce qu'on fait l'équation et l'analyse en moyenne? C'est une très bonne question aussi. Le problème, c'est que vous n'avez pas. Le problème de la moyenne mobile, c'est que la moyenne mobile, elle est difficile à prolonger. D'accord? Donc pour faire la prévision, c'est pas très bon. C'est pour ça que, dans la réalité, je pense que c'est un point qu'on devrait faire en cours. Ça ne fait pas en cours. Dans la réalité, on utilise ce qu'on appelle des lisseurs. C'est-à-dire qu'on prend la moyenne mobile sur le passé. La moyenne mobile, vous pouvez la prendre sur le passé avec des pondérations qui décroissent en fonction du temps, qui décroissent par exemple de manière exponentielle. Donc vous allez faire une moyenne mobile sur le passé de la variable, en prenant la variable aujourd'hui et la variable hier, d'accord, avec des pondérations qui sont à 1, mais qui décroissent au fur et à mesure que vous vous éloignez. C'est ce qu'on appelle un lisseur. De manière assez curieuse, si vous regardez dans Excel, quand on vous demande ajuster une tendance, c'est un outil qui ne vous propose pas directement. Vous pouvez bien sûr mettre en œuvre, il suffit de le programmer, c'est pas très compliqué. Mais c'est quelque chose qui est hors programme. Donc effectivement, ici avec une moyenne mobile, on n'arrive pas à faire des prévisions. Il faudrait pour ça, c'est pas très pertinent d'utiliser une moyenne mobile. De cette manière-là. Bon, donc vous avez réussi à jouer la montre. Certains d'entre vous ont télé maintenant. Vous savez dans quelle salle c'est, non?